Connectez-vous, 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 connectez-vous. J'espère que vous allez très bien. Veuillez m'excuser, accordez-moi une minute. J'espère que vous allez très bien. Donc, connectez-vous, on se laisse. Partagez le direct, partagez le direct. Partagez le direct. Partagez ça dans le groupe, sur vos murs. Invitez vos amis à s'abonner. Sur Guégué Compris, c'est très important. Donc, pour tous ceux qui ne se sont pas encore abonnés sur ma chaîne en YouTube, tapez Guégué Compris, vous allez voir ma chaîne en YouTube. Maintenant, ceux qui sont sur YouTube, qui aimeraient bel et bien s'abonner sur ma page Facebook, tapez Guégué Compris, vous allez voir ma page Facebook. C'est très important. Donc, c'est le même nom. Que ce soit YouTube ou Facebook, les deux portent le même nom. C'est très important. Donc, abonnez-vous massivement, partagez le direct, on va se laisser en même temps. Excusez-moi, je vais partir prendre quelque chose. S'il vous plaît. Voilà, donc abonnez-vous, partagez le direct, partagez le direct, partagez le direct. L'incontournable, partagez le direct massivement. Partagez le direct massivement. Partagez le direct, partagez le direct, partagez le direct. Partagez-le massivement. On va quitter ici. Partagez le direct, on va quitter ici. Partagez le direct, on va quitter ici. Chers parents, chers amis, chers frères. Partagez le direct. J'espère que vous allez très bien. Alors, donc, nous allons commencer. On ne va pas trop tarder. Je vais d'abord m'hydrater la gorge et puis on commence. Ah, on est les Moniawa. Nous voilà. Alors, bonjour à tous et à tout temps. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable Guégué Compris tout terrain, l'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne mange pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler devant la vie, l'homme n'est rien, gouverneur italien, docteur Morton, appelez-moi Boum Boum, laisse-moi mourir 5 heures plein droit, El Padrino Camari de Zoboula Moudia. Alors nous voilà à nouveau devant cette caméra pour traiter les dossiers les plus brûlants du moment. C'est très important. Mais avant de commencer, j'aimerais bel et bien souhaiter une très bonne fête à tous les croyants musulmans. Oui, bonne fête de Tabaski. Chers parents, je ne savais même pas que hier était votre fête. C'est tout à l'heure, j'ai vu sur les réseaux sociaux, je vois, il y a des jeunes musulmans qui sont bien sapés et tout ça. Bonne fête Tabaski. J'ai dit, donc c'était leur fête hier. Il dit, ok, il n'y a pas de souci. Je ne vais pas me préoccuper pour écrire un test en leur souhaitant une bonne fête de Tabaski. En faisant mon direct d'aujourd'hui, je vais profiter pour leur souhaiter une très bonne fête de Tabaski. Mes frères et sœurs musulmans et musulmanes, que le bon Dieu soit avec vous, que Allah soit avec vous, qu'il vous accorde tout ce dont vous avez besoin, qu'il accepte vos prières durant vos carèmes. Voilà, donc qu'il accepte vos prières. Tout ce que vous lui avez demandé là, il n'a qu'à vous donner. Faut pas, il va vous laisser comme ça, sans aucune aide. Qu'il vous aide, qu'il vous vienne en aide. Voilà. Donc, ça, c'était mon souhait à tous les musulmans et à toutes les musulmanes. Que Dieu vous bénisse, quel que soit l'endroit où vous êtes.
Que la bénédiction d'Allah soit avec vous. Mes frères et sœurs chrétiens, aujourd'hui, ce n'est pas votre jour. C'est pas votre fête. Ça, c'est la fête des musulmans. Donc, voilà, il fallait que je souhaite une très bonne fête de Tabaski aux musulmans et aux musulmanes. C'est très important. Alors, donc, nous allons rentrer dans le but du sujet. Mais avant ça, je vous demande de me donner mes étoiles, mes frères. Accordez-moi mes étoiles. Quand vous me donnez les étoiles, là, ne voyez pas Guégué. Aïe, sa tête m'énerve trop. Lui, là, il m'énerve. Non, 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 ne me regardez pas. Regardez Dieu. Que Dieu fasse parler vos cœurs. Voilà, regardez Dieu parce que en posant un tel geste, en donnant des étoiles, vous faites la volonté de Dieu. Dieu dit entraidez-vous. Aime ton prochain comme toi-même. Donc, en aidant ton prochain, c'est comme si tu t'aidais toi-même. De la manière tu t'aides là, il faut aussi aider ton prochain. Donc, entraidons-nous vivants. On ne peut pas attendre à ce qu'on meure pour dire oh, je le connaissais, il était bon. Non, c'est le moment d'agir. Il ne faut pas attendre que Guégué va mourir. Tu vas dire hey, Guégué me plaisait de ces vidéos. C'est le moment de donner les étoiles à Guégué. C'est une manière de dire Guégué, je te soutiens. Comme ça, le jour où je ne serai plus sur cette terre, tu sais que tu avais déjà participé. Tu vas dire que Dieu lui accorde dans le repos. Que Dieu lui accorde dans le paradis. C'est très important. Ouais? Donc, donnez-moi mes étoiles en quitter ici. Donnez-moi mes étoiles en quitter ici. Donnez-moi mes étoiles, on va quitter ici. Donc, avant de commencer, je vais m'hydrater la gorge. Ni à voir, on est les bons. Alors, donc, je disais, le président du Burkina Faso, Damiba, ce militaire qui a fait le coup d'État pour chasser son homologue, c'est un agent double de Blaise Compaoré. C'est très important parce que les gens, les Burkinabés, ils ne voient pas le jeu qui se passe. Est-ce que le Burkina a été menacé de la manière le Mali est menacé aujourd'hui? Non. Est-ce que le Burkina a été sanctionné? Non. Est-ce que le Burkina ne coopère pas avec la CEDEAO? Oui, le Burkina coopère. Est-ce que le Burkina a apporté la paix, la stabilité que Damiba avait promis au peuple burkinabé? Non. Damiba n'a rien apporté. Au contraire, sa prise de pouvoir a empiré les choses. Est-ce que vous comprenez? Donc Damiba est un menteur. Damiba n'a rien apporté au Burkinabé. Il a fait le coup d'État au nom de Blaise Compaoré. N'oubliez pas que Blaise Compaoré avait duré au pouvoir. Est-ce que vous comprenez? Et donc au sein des militaires, il avait ses agents. Est-ce que celui qui avait tenté de faire truc au coup d'État auparavant, les militaires de Blaise Compaoré qui avaient été enfermés, est-ce que la prise de truc du pouvoir de Damiba, ces militaires n'ont pas été libérés? Je vous pose des questions. Lui qui avait fait complot avec Osoro Guillaume pour renverser le dirigeant qui était là, le dirigeant burkinabé. Est-ce que quand Damiba est venu au pouvoir, Damiba ne l'a pas libéré? J'ai oublié son nom là. Ceux qui connaissent le nom du militaire qui avait fait complot, les écoutes téléphoniques, lui qui parlait avec Osoro Guillaume, il a été libéré par Damiba. Est-ce que vous comprenez? Il a été libéré par Damiba. C'est que Damiba, quand il a pris le pouvoir, il ne fait que libérer les proches de Blaise Compaoré qui étaient enfermés au Burkina. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il est venu au nom des Burkinabés? Il est venu pour le bien-être des citoyens burkinabés? Ou est-ce qu'il est venu pour arranger le terrain pour que Blaise Compaoré reparte au Burkina? Ah tiens, il est venu pour que Blaise Compaoré reparte au Burkina. Est-ce que vous comprenez? Je vais dire quoi par là? Damiba, voici ce qu'il dit au Burkinabé pour le retour de Blaise Compaoré. Il dit comment il y a des milliers d'attaques sur le Burkina. Il préfère faire venir Blaise Compaoré pour réunir le peuple burkinabé, réconcilier le peuple burkinabé. Car l'absence de Blaise Compaoré divise le peuple. En un mot, Damiba veut vous faire comprendre que ceux que vous appelez terroristes au Burkina, ils ne sont pas de véritables terroristes. Et que ce sont les militants de Blaise Compaoré qui font couler le sang sur le peuple burkinabé. Est-ce que vous comprenez? Il dit c'est au nom de la paix, pour réconcilier le peuple. Lui, il veut ramener Blaise Compaoré. Et donc c'est à ce titre qu'il amène Blaise Compaoré ainsi que les autres anciens dirigeants pour un Burkina fort, un Burkina réconcilié. Donc ce qui veut dire, si le Burkina est fort, le Burkina est réconcilié,
il n'y aura plus d'attaques terroristes sur le Burkina. Il n'y aura plus de sang versé sur le Burkina. Et donc, Damiba, il sait où se trouvent les patrons des terroristes. Tu ne peux pas dire que tu luttes contre un mouvement qui tue ton peuple et en même temps vouloir coopérer avec les cerveaux de ces mouvements. Ce n'est pas ce qu'il avait dit au Burkinabé. Ce n'est pas ce que Damiba avait promis au Burkinabé. Il avait dit que le régime qui était là était faible et que les militaires étaient mal équipés. Voilà pourquoi les terroristes avaient raison, gagner gain de cause sur les militaires, les corps habillés burkinabés. Maintenant que lui, il est là, ça continue. Maintenant, lui, il dit non, au nom de la paix, au nom de la stabilité du Burkina, il va faire venir Blaise Compaoré ainsi que d'autres dirigeants. Ah, donc, Damiba, il sait qui attaquait le Burkina. Si l'arrivée de Blaise Compaoré peut calmer les choses, donc Damiba, en un mot, il veut faire comprendre aux Burkinabés que ce qui se passait au sein du Burkina, là, c'était Blaise Compaoré qui était à la base. Voilà, les Djibril Bassolé, il les a libérés tous. Il les a libérés. Lui, là, il n'est pas venu là pour la justice. Hein. Il n'est pas venu là pour le bien-être du Burkina. Non, non, non. Lui, il est venu là pour libérer tous les malfaiteurs. Ceux qui avaient fait coup d'État, ceux qui avaient tué le peuple burkinabé, ceux qui ont mené le Burkina sur le chemin de la décadence totale. Lui, il est venu là, il est fait revenir, prison, il est libéré seulement, il dit au nom du peuple burkinabé. Donc, Damiba, il connaît les parrains des terroristes. Pourquoi il ne les poursuit pas? Pourquoi il ne leur lance pas des mandats d'arrêt internationaux? Si tu les connais et que tu penses que leur retour, ça peut apaiser les choses, c'est que tu sais que eux là, ils ont quelque chose à voir dans ça. Ah, donc, Damiba, il n'en a rien à foutre du peuple burkinabé. En un mot, tout ce que les terroristes ont tué, lui n'en a rien à foutre. Puisqu'il connaît les parrains, il sait qui les parraine, il sait qui pousse les terroristes à commettre ces crimes. Et donc, aucune justice pour le peuple burkinabé. Puisqu'il dit non, l'arrivée de Blaise Compaoré, ça va amener la paix. L'arrivée de trucs, la libération des Bassolé, ça va amener la paix. Ok, il n'y a pas de souci. Si ça doit amener la paix. Maintenant, ceux qui sont morts au nom du retour de Blaise Compaoré et de Djibril Bassolé ainsi que les autres, qui va adosser la responsabilité? La justice doit maintenant juger qui? Donc Damiba est un imposteur. Damiba est un imposteur. Je peux même dire que tous ces crimes qui se sont déroulés au Burkina, c'était en complicité de Damiba avec les Blaise Compaoré pour convaincre le peuple burkinabé. Comme quoi, seule l'arrivée de Blaise Compaoré, seule l'arrivée de Blaise Compaoré au sein de la politique burkinabé et au sein du pays pourra apaiser les choses. Donc, ils ont multiplié les attaques pour tuer des milliers de Burkinabés, pour que le peuple burkinabé puisse perdre espoir. Et en retour, dit, ah, au temps de Blaise Compaoré, on vivait en paix. Il n'y avait pas d'attaque terroriste. Et donc, c'était ça l'objectif visé. Et cet objectif est atteint. Cet objectif est atteint. Donc, ce qui veut dire, le peuple burkinabé, ne sachant pas quoi faire, a accepté les propositions de Damiba. Mais avant que Damiba n'y arrive, il était déjà en accord avec Blaise Compaoré. Ils étaient déjà en parfait accord. Et qu'il fallait faire ça parce qu'il ne pouvait pas dire que Blaise Compaoré n'a qu'à revenir au Burkina sans aucun justificatif. C'est-à-dire sans aucun argument. S'il n'y avait pas d'argument, il allait utiliser quoi pour convaincre le peuple burkinabé? Il fallait le terroriser, ce peuple-là. Il fallait couler le sang pour dire, on ne peut pas, que le seul qui est capable d'apaiser la situation, c'est Blaise Compaoré. Vous verrez dans ce temps-ci, les attaques vont diminuer. Vous verrez, les attaques sur le Burkina vont s'apaiser. Est-ce que vous comprenez? Les attaques des terroristes, là, ça va diminuer. Il ne va plus y avoir assez d'attaques terroristes sur le Burkina. Et il va dire c'est grâce à sa politique. C'est grâce à sa politique qui a fait que les gens n'attaquent plus le Burkina.
Mais c'était un plan qu'ils avaient mis sur pied. Damiba, tout ça là. Donc, il était un agent de Blaise Compaoré au sein de l'armée burkinabé. Quand les Bassolais avaient échoué, il fallait que les Damiba prennent la tête pour se jouer les patriotes. Mais en un mot, ce n'était pas un patriote, c'était un vendu. Est-ce que quand il a pris le pouvoir, il a pris des décisions draconiennes pour le bien-être du Burkina? Non, non, non. Il a joué accord ceci, non. Il faut signer accord avec d'autres puissances. Il dit non, 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 non. Moi, je n'ai rien à voir avec accord avec d'autres puissances. Et il a maintenu la base militaire française. Il a continué à coopérer avec la CEDEAO. Pendant ce temps, il était en contact avec Blaise Compaoré pour dire mais est-ce que les choses se passent comme prévu? Il dit ah non, pas encore pour le moment, on va terroriser encore le peuple et essayer de trouver des arguments pour convaincre ce même peuple pour que tu reviennes. Et c'est ce qui s'est fait. C'est ce qui s'est passé. Blaise Compaoré et le Burkina, quel Burkinabé qui se lève aujourd'hui pour contester l'arrivée de Blaise Compaoré? Est-ce qu'avant les attaques des terroristes sur le peuple burkinabé, est-ce que les Burkinabés pouvaient accepter l'arrivée de Blaise Compaoré sans se lever comme un seul homme pour dire Blaise Compaoré n'a qu'à purger sa peine? Pour dire Blaise Compaoré avait tué Thomas Sankara et donc il a été condamné, non? Est-ce qu'il n'a pas été condamné par la justice burkinabé? Mais Damiba, qu'est-ce qu'il a fait? Mais non, il a travesti la décision de la justice burkinabé. Il n'en a rien à foutre parce que lui c'est un agent de truc. Au début il a berné le peuple burkinabé. Comme quoi on va juger. C'est-à-dire c'est parce qu'il y avait les sankaraïstes, ceux qui étaient agités et incités. Mais les Compaoré et les Damiba ils ne sont pas gaou. Ils sont pas gaou, ils sont soutenus par des trucs. Blaise Compaoré il est toujours agent de l'impérialisme. Il faudrait que les gens le sachent. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, bon, nous allons récupérer les dossiers de Thomas Sankara pour essayer de faire semblant de condamner Blaise Compaoré. Ça va apaiser le peuple burkinabé. Et c'est ce qui s'est passé. Quand Damiba est venu, oh, on va juger Blaise Compaoré. Et ils ont accéléré les choses. Ils ont dit, bon, il est condamné. Ils ont fait un semblant de dire à la Côte d'Ivoire, mais il faut l'extrader. Au Burkina, la Côte d'Ivoire dit non, c'est un citoyen ivoirien parce qu'il a reçu la nationalité ivoirienne car sa femme est ivoirienne. Et donc, au nom de sa femme, il obtient automatiquement la nationalité ivoirienne. Il n'y a pas de souci. Quelques mois plus tard, les attaques se multiplient. Damiba dit, mais écoutez, on sait bel et bien que la justice l'a condamné, mais au nom de la paix, au nom de la réconciliation, Blaise Compaoré doit arriver pour éviter les attaques. Ah donc, Damiba, il sait qui était à la base des attaques. Il sait qui versait le sang du peuple burkinabé. Il sait qui versait le sang des militaires, des corps habillés burkinabés. Et puis il ne disait rien. Puisqu'il est au courant, voilà pourquoi il envoyait quelqu'un qui, par sa présence, va apaiser les choses. Donc, au nom de ça, Blaise Compaoré est arrivé. Est-ce qu'il est poursuivi? Non, il n'est pas poursuivi. Donc, Blaise Compaoré a réussi son coup d'État au Burkina Faso. C'est un grand stratège. Blaise Compaoré, c'est un grand stratège. Parce que, comme il avait duré au pouvoir, il avait toujours ses agents au sein de l'armée burkinabé. Quand Damiba faisait sa formation là, est-ce qu'il a fait sa formation sous les autres? Non, c'est sous le règne de Blaise Compaoré, il a fait sa formation militaire. Mais je vous le dis, c'était sous le règne de Blaise Compaoré que les Damiba avaient fait leur formation militaire. C'est pas aujourd'hui qu'il a fait formation militaire. Donc lui et Blaise Compaoré là, ils se connaissent. Ils se connaissent. Donc les Burkinabés se sont fait berner. Vous vous êtes fait berner, c'est clair. Mort de Thomas Sankara, il n'y aura pas de justice. Personne n'ira en prison. Il faudrait que ça reste dans les noukoulis des Burkinabés là. Blaise Compaoré, si vous ne faites pas attention, il va prendre le pouvoir au Burkina. Damiba risque d'annuler toute poursuite judiciaire contre lui. Et il va lui permettre d'être candidat aux futures élections présidentielles du Burkina. Vous rigolez, hein? C'est un coup d'état pour que Blaise Compaoré revienne au pouvoir. Mais vous pensez que quoi même? Il va dire au nom de la réconciliation, il annule toute poursuite. Même la condamnation envers Blaise Compaoré, il annule. Ce qui va lui permettre de se représenter. Puisqu'il a double nationalité maintenant. Il est ivoiro-burkinabé. Donc, ce qui lui permet d'être candidat. Il va dire, mais tu n'étais pas au Burkina et tout. Il va dire, mais il n'avait pas quitté le Burkina de son propre gré.
C'est parce qu'il était poursuivi qu'il avait quitté le pays. Et donc, la constitution ne peut pas le bloquer. Et même Damiba est capable de changer la constitution pour permettre à Blaise Compaoré d'être candidat. Une fois candidat, mais il va lui donner le pouvoir. Puisque la CEDEAO va dire non, nous on ne veut pas. Je dis bien, la CEDEAO va dire nous on ne veut pas qu'un militaire se présente aux élections présidentielles. Et donc Damiba étant conscient que si ce n'est pas Blaise Compaoré qui prend le pouvoir au Burkina, si c'est un autre, un civil qui prend le pouvoir au Burkina, il se peut que Damiba perde, perde son grade. Il risque de perdre son grade. Il risque d'être chassé de l'armée. Il risque d'être poursuivi au nom de ses actions qu'il avait entreprises. Et donc, pour éviter qu'il ne soit poursuivi un jour par la justice burkinabé au nom de son coup d'État, pour éviter qu'il ne soit poursuivi par sa gestion de l'État d'une légèreté notoire, alors il va tout faire pour mettre Blaise Compaoré au pouvoir. En retour, Blaise Compaoré va le protéger pour dire ça c'est mon bon élément. Il va le nommer chef d'état-major de l'armée burkinabé pour le remercier. Les Bassonais vont avoir, je ne sais pas, Gibril Bassonais, tous ceux-là, ils vont avoir leur poste stratégique. Ainsi que tous ceux qui étaient impliqués dans le coup d'état précédent qui avait échoué. Donc voici ce qui se passe au Burkina. Les Burkinabés, ils ne voient rien. Mais moi, l'incontournable Guégué complet, depuis ma position, je vois tout comme de l'eau de roche. Je vais m'hydrater la gorge, mes frères et soeurs. Et puis on va se laisser. Ah, donnez-moi mes étoiles, mes frères. Ça mérite au moins 1000, 2000 étoiles. Donnez-moi mes étoiles. On va quitter ici. Connectez-vous et abonnez-vous massivement. Connectez-vous, abonnez-vous. Connectez-vous et abonnez-vous. Lucien Sanogo, il dit je mens. Il faut corriger ment là. Ce n'est pas Jules Ville. Le verbe mentir, ce n'est pas M-A-N. Faut revoir ta faute. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. C'est toi qui ne vois rien. C'est toi qui penses que moi je mens, mais ce que je dis. Ceux qui sont éclairés, ceux qui sont avisés, ils savent de quoi je parle. Sanogo, au moment où tes yeux vont s'ouvrir, il est déjà trop tard. Tes yeux vont s'ouvrir tard. Tes yeux là vont s'ouvrir tardivement. Pour rester là pour dire tu mens. Peut-être tu ne sais pas ce qui se passe. Damiba t'a menti, il t'a tourné le cerveau. Et tu penses qu'il est... Pour rester là, il faut dire tu mens. Ils sont là, vous blaguez là-bas au Burkina. Et vous pensez que tout ce que le pouvoir vous dit, c'est la vérité absolue. Restez là, dit Guégué Tima. Non, c'est pas ici on met étoile. Dadita. Regardez dans un truc où on met un commentaire là. À côté, on dit vous pouvez donner des étoiles. Attends. Donc vous cliquez là-bas et puis ils vont vous demander de suivre. Voilà, les instructions pour donner des étoiles à Guégué. Donc, donnez des étoiles. Donc, voici ce qui se passe. Donc, après avoir fini de parler du Burkina, Blaise Compaoré va reprendre le pouvoir au Burkina. Ça, je vous le garantis. Ce n'est pas un débat, c'est un fait. Vous pensez que Damiba, il va demander à qui de se présenter? Vous pensez qu'il va soutenir quelqu'un? Non, il va soutenir Blaise Compaoré. C'est un agent de Blaise Compaoré qui était au sein de l'armée burkinabé. Et il a profité de ce tohu-bohu du peuple qui manifestait, il a profité pour faire le coup d'État. En faisant croire au peuple que lui, il n'était pas affilié aux compaoroïstes. Et qu'il était un pro-sankariste. Ce qui a trompé le peuple. Le peuple a cru. Le peuple avait pensé que oui, c'était quelqu'un qui suivait les idées de Thomas Sankara. Mensonge. Plus tard, vous avez découvert que non, c'était un menteur, un imposteur. D'autres Burkinabés mettent pression sur lui pour dire mais Damiba, il faut prendre les décisions nécessaires. Est-ce que Damiba, il vous écoute? Lui, il n'en a rien à foutre.
Lui, son objectif, il fallait que Compaoré revienne au pays, il est revenu. Et Compaoré va s'impliquer dans la politique. Dès le début, il va faire truc, il va rester calme. Damiba va essayer de tripoter la constitution, il va toucher partout où il ne doit pas toucher. Et il va faire, Alassane Ouattara, il va soutenir Blaise Compaoré. Vous pensez que quoi même, vous les Burkinabés, Alassane Ouattara, depuis la Côte d'Ivoire, il va dire à Blaise Compaoré, soit candidat là-bas au Burkina. Est-ce que c'est pas eux qui pilotent la CEDEAO? Vous allez dire, oh, la condition, ils vont dire, Damiba, il faut changer. Personne ne va te toucher là-bas. Et Damiba va changer la constitution. La CEDEAO ne va pas condamner cela. Il n'y aura aucune condamnation, il n'y aura aucune sanction. Et Abidjan, plus d'autres capitales vont soutenir la candidature de Blaise Compaoré. Même s'il n'a pas l'argent. En Côte d'Ivoire, là-bas, ils vont lui donner l'argent. Pour dire qu'il n'a qu'à être candidat. Ils vont le soutenir, ils vont s'ingérer, ils vont s'immiscer dans votre élection. Et Blaise Compaoré va gagner. Si vous voulez manifester, mais cette fois-ci, il va plus plaisanter à vous. Si vous manifestez, il va vous mater. Et il sera soutenu. Tant que Ouattara sera là, il va vous mater. Il ne va plus vouloir quitter le pouvoir. Rigolez à Damiba. Il est en train de vous mentir. Et vous le suivez. Comme des trucs, comme un coq sur une poule. Coucou. Restez là. N'ouvrez pas les yeux. Hein. N'ouvrez pas les yeux et restez là. Blaise Compaoré va prendre le pouvoir au Burkina. Alassane Ouattara, vous pensez qu'il a duré, Alassane Ouattara l'a protégé jusqu'à ce truc. Mais Alassane Ouattara, il s'attend avec qui encore au Burkina? Plus que Blaise Compaoré. Si Alassane est là, Blaise Compaoré l'a aidé dans son aventure de prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire. Il a reçu un grand soutien de Blaise Compaoré lorsque Blaise Compaoré régnait sur le Burkina. Donc, à son tour, pendant qu'il règne sur la Côte d'Ivoire, si Blaise Compaoré veut reprendre le pouvoir, vous pensez qu'il va le laisser tomber? Mais vous rigolez. Hein? Si cette chance avait été donnée aux autres dirigeants, c'est-à-dire le dirigeant malien et le dirigeant guinéen, mais vous pensez que Alassane n'allait pas les soutenir? Non, il allait les soutenir. Donc, restez là, dormez debout. Restez là, dormez debout. Donc, au peuple burkinabé de se réveiller et ne gobez pas les mensonges de Damiba. C'est un agent de Blaise Compaoré. Il faudrait que ça soit clair. Il ne sera jamais menacé par la CEDEAO. Même lorsqu'il va quitter le pouvoir, il ne va même pas être poursuivi. Il sera protégé. Il peut venir en Côte d'Ivoire pour faire sa vie. Il peut rester au Burkina pour faire sa vie. Personne ne va le toucher. Même la France ne peut pas le toucher. Il faudrait que ça soit clair. Vous pensez que si si Blaise Compaoré n'était pas soutenu toujours par la France, ils n'allaient pas le poursuivre? Non, il y avait cette histoire de Thomas Sankara. Et donc, pour ne pas nuire l'image de la France, c'est pourquoi la France avait refusé de l'accepter sur le territoire français. Pour ne pas que les Africains disent, ah donc, les Français étaient impliqués de la mort de Thomas Sankara. Mais si les Français étaient contre lui, ils allaient dire, bon, un mandat d'arrêt contre Blaise Compaoré. Vous pensez qu'il n'a pas commis de crime au Burkina? Ils allaient exciter même la CPI. Mais si la CPI n'a pas ouvert les dossiers de la mort de Thomas Sankara, ou bien les crimes multiples que Blaise Compaoré a commis au Burkina, vous pensez que c'est pourquoi? C'est parce qu'il est protégé par les grandes puissances qui veulent toujours l'utiliser. Pour diriger le Burkina. Et donc, qui dit à Alassane Ouattara, mais il est leur ami, et c'est Ouattara qui l'a protégé en Côte d'Ivoire. Et donc, vous pensez que quoi? Oh, mais rigolez. Restez là et dormez debout. Il va vous mettre ça profond. D'ici, vous allez vous réveiller trop tard. Vous allez crier, on n'est pas d'accord, Blaise, trop tard. Là, il va devenir très violent. Il va dire, non, je ne quitte plus le Burkina pour aller dans un autre pays. Ici, c'est mon pays, je meurs ici. C'est là il va vous mater. Dictature que vous n'avez jamais connue, il va vous mater. Il ne va plus montrer le visage de Blaise que vous connaissiez auparavant. Il va vous montrer un autre visage de Blaise Compaoré. Un Blaise Compaoré dictateur pire que tous les dictateurs de l'Afrique que vous avez connus depuis que vous êtes nés. C'est moi qui vous le dis. Donc on quitte sur le dossier Mali, truc au Burkinabé.
Il n'est pas fatigué. Qui vous a dit qu'il est fatigué? Paul Biya ne gouverne pas. Mais vous parlez de quoi même? Il était fatigué que Mugabe. Il est fatigué que Paul Biya. Mais est-ce qu'il est fatigué qu'Alassane? Il est fatigué. Il y a d'autres présidents qui sont âgés, qui gouvernent. Restez là, il est fatigué. Oh, mais vous rigolez. Est-ce que Noah, il connaît l'histoire de fatigue lorsqu'il s'agit du pouvoir? Les vieux pères qui luttent au pouvoir, les trucs quand elle est petit. Vous allez parler des trucs en fatigue, restez là dormir. Puis dire, il est fatigué. Blaise vous a dit, il est fatigué. C'est vous qui êtes dans sa tête. Alors, donc, on laisse le dossier malien. J'ai vu des gens dire, il y a des militaires ivoiriens qui ont été appréhendés à l'aéroport. Quand la Modibo Keïta, c'est ça? Il se pourrait qu'il y ait un aéroport au Mali du nom de Modibo Keïta. Bon, je ne sais pas s'il y a un aéroport comme ça, mais on dit, il paraît que des Ivoiriens ont été appréhendés, lourdement armés, et que le gouvernement malien ne savait pas. Non, on laisse le dossier burkinabé plutôt. Et donc, on va sur le dossier malien. Et donc, le gouvernement malien ne savait pas qu'il y avait ces militaires sur son territoire. Alors, donc ces militaires ont été arrêtés. Apparemment, ils viennent de la Côte d'Ivoire. Quel était leur rôle? Question. Est-ce que ce sont des militaires qui ont fui la Côte d'Ivoire, qui ont fui le gouvernement ivoirien? Ou est-ce que c'est le gouvernement ivoirien qui les a envoyés au Mali? Si oui, quelle était leur mission au Mali? Voici tas de questions que l'on peut se poser. Moi, je n'accuse personne. Ils pouvaient être, ces militaires pouvaient être aussi des militaires armés par peut-être un opposant ivoirien dans le seul but d'aller déstabiliser la Côte d'Ivoire. Ou ces militaires peuvent aussi être des agents du pouvoir en Côte d'Ivoire pour aller déstabiliser le pouvoir malien. Donc, dans les deux sens, ça peut marcher. C'est-à-dire les opposants ivoiriens pouvaient envoyer ses commandos lourdement armés pour dire, bon, allez-y en Côte d'Ivoire pour s'aimer la pagaille, s'aimer le désordre. Comme le pouvoir aussi en place peut envoyer ses commandos pour dire, bon, allez-y au Mali pour une mission spéciale. Donc, dans les deux cas, je ne sais pas qui les a envoyés. Est-ce qu'ils étaient de passage pour le Mali vers la Côte d'Ivoire, ou ils sont quittés en Côte d'Ivoire vers le Mali? Mais ce que je sais, c'est un avion. C'est quelque chose qui vient de la Côte d'Ivoire en fait. Ils venaient de la Côte d'Ivoire et puis ils ont été appréhendés parce que c'est à l'aéroport là-bas. Donc c'est un avion venant de la Côte d'Ivoire, c'est dedans ils étaient. Et puis ils ont été arrêtés. Donc ce qui veut dire que ces gens-là n'étaient pas de passage du Mali vers la Côte d'Ivoire, mais ils venaient de la Côte d'Ivoire vers le Mali. Est-ce que vous comprenez? Alors, j'aimerais dire aux militaires ivoiriens, vous êtes des frères. Oui, les militaires ivoiriens, vous êtes des frères, quelles que soient vos ethnies. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est ça. Quand on dit la Côte d'Ivoire, c'est plusieurs ethnies. Ce n'est pas une seule ethnie qui fait le pays. C'est l'ensemble de tous ces ethnies-là qui forment la Côte d'Ivoire, notre pays. C'est ça qui fait que nous avons une identité. Oui, l'espace Côte d'Ivoire existe. Et l'espace, c'est la terre et tout, tout existe. Mais pour que ça puisse devenir un pays, une nation, il faudrait qu'il y ait des habitants. Et ces habitants-là, ce n'est pas une seule ethnie qui fait cette nation. Il y a plusieurs ethnies. Et nous avons un dénominateur commun qui est notre identité ivoire. La Côte d'Ivoire. Bete, Dida, Ega, Baoulé, Senufo, Koulango, Maouka, Odieneka, Koyaka, Abron, Ouegere, Gouro, bon, Abigui, tout ça là, et bien d'autres ethnies, c'est l'ensemble qui forme la Côte d'Ivoire. Et au sein de l'armée, il y a plusieurs ethnies.
Je ne cherche pas quelle ethnie qui est la plus nombreuse ou qui n'est pas la plus nombreuse. Mais ce que je sais, au sein de l'armée ivoirienne, il y a plusieurs ethnies qui composent cette armée. Je ne cherche pas qui est pro, qui n'est pas pro. Ce n'est pas ça le problème. Mais soldats ivoiriens, vous avez prêté serment pour défendre la Côte d'Ivoire, pour défendre la République. Ce serment-là, vous n'avez pas prêté ça pour aller au Mali. Ils ne vous ont pas dit d'aller au Mali là-bas. Le Mali n'est pas en guerre contre la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous comprenez? Le Mali là n'est pas en guerre contre la Côte d'Ivoire, comme le Ghana n'est pas en guerre contre la Côte d'Ivoire, le Libéria n'est pas en guerre contre la Côte d'Ivoire, le Burkina n'est pas en guerre contre la Côte d'Ivoire, et bel et bien d'autres pays de l'Afrique ne sont pas en guerre contre la Côte d'Ivoire. Ces pays-là ne se sont pas encore officiellement ou officieusement décidés pour dire bon, nous allons former une armée pour aller attaquer la Côte d'Ivoire, officieusement ou officiellement. Pourquoi vous quittez vos fonctions à Abidjan là-bas? Ou bien, je ne sais pas de quelle ville vous venez, pour débarquer sur sol des gens, pour aller faire des opérations spéciales. Qui vous envoie là-bas? Ceux qui vous envoient là, eux-mêmes, ils sont au chaud. Leurs enfants sont au chaud. Leurs enfants travaillent. Leurs enfants travaillent. Leurs enfants sont bien placés. Maintenant, vous là, ils vous liquident. Le Mali n'est pas seul. Je viens. Tu attends 5 minutes. Ah, désolé. Oh, voilà. Madame la ministre vous salue. C'est la petite soeur du truc de madame l'avocate. Alors, donc je disais aux militaires ivoiriens, vous cherchez quoi au Mali là-bas? Est-ce que c'est pour le Mali que vous avez prêté serment? Les Maliens vous ont-ils attaqué en Côte d'Ivoire? Ceux qui attaquent, ce sont des bandits, des terroristes. Allez-y les fouiller dans les forêts du Nord, dans la savane du Nord. Peut-être ils sont cachés là-bas, c'est eux de temps en temps, ils attaquent. C'est à ceux-là, vous avez affaire à ceux-là. Vous n'avez pas affaire au gouvernement de Goïta. Quel est votre problème? Goïta, lui, il est venu au pouvoir là. Il n'a pas versé le sang des Maliens. C'est pas dans la guerre il est venu au pouvoir. Non, 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 je le dis parce qu'il faudrait qu'on soit clair. Goïta a fait coup d'état 7, il est venu au pouvoir, mais ce n'est pas dans la guerre. Et il est venu au pouvoir par l'accord du peuple malien. Parce que le peuple malien était déjà dans les rues. Le peuple malien était déjà dans les rues, le peuple malien contestait déjà le pouvoir de celui qui était là. Et c'est suite à ça, les Maliens ont dit, bon, pour éviter un bain de sang, pour éviter le désordre, puisque le Mali était divisé déjà, il y avait des combats au sein du Mali. Le Mali était divisé déjà en deux. Et la petite partie qui était dirigée encore par le gouvernement malien n'arrivait même pas à s'occuper des gens qui étaient. Donc les militaires maliens ont décidé, je dis bien ont décidé, de prendre les choses en main. Parce que c'est eux qui vont sur le front. Quand il y a un bang-bang là-bas, quand il y a le désordre, c'est eux qui prennent les balles perdues. Ils sont les premiers à être au front, ils sont les premiers qui meurent. Pendant ce temps, les politiciens, eux là, ils sont dans leur bureau avec des cravates. Ce sont les militaires qui meurent.
Donc, quand ils voient que les politiciens, ils ne sont pas à la hauteur, et qu'ils ne remplissent pas les conditions nécessaires, que le peuple les conteste, mais c'est aux militaires de prendre les décisions les plus nécessaires. Et donc, Assimi Goïta a pris la décision de balayer ces politiciens incapables, incompétents, qui ne prennent pas les bonnes décisions, qui voient le Mali se faire décupler en petits morceaux, qui ne disaient rien, qui voient le Mali où le peuple malien subissait les attaques les plus sauvages, les plus barbares du 21e siècle, qui ne disaient rien. Mais vous pensez que quoi? Mais Assimi Goïta lui-même, il était au front. Vous, militaires ivoiriens, quand la Côte d'Ivoire est attaquée là, de la manière vous partez au front, lui aussi, il a été aussi au front. Je pense qu'il y a eu certains militaires ivoiriens qui étaient là-bas, au nom de l'ONU, qui ont combattu là-bas, non? Mais vous n'avez pas vu Assimi Goïta là-bas? Est-ce que le combat que vous aviez mené au Mali, là, ça a amené la paix? Ça a chassé les terroristes, ça a chassé les djihadistes? Non. Ça veut dire que les politiciens qui étaient là, ils étaient incapables. Assimi Goïta a pris la règle des choses. Il a revu les accords. Il dit non, 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 ça, cet accord-là, peut-être c'est ça qui peut. Il a remis tout à plat et il a dit bon, ils n'ont qu'à signer d'autres accords. Mais c'est comme ça, les garçons fait. Quand on dit Woudi, c'est comme ça. Vous êtes ivoirien, vous ne connaissez pas le mot Woudi. Mais non. Quand tu sois Djoula ou truc Baoulé ou truc Bété ou Diès ou je ne sais pas, Dida ou bien Abran, quand on dit Woudi, tout le monde sait ce que c'est que le nom Woudi. Woudi, ça veut dire garçon. Donc il a pris l'initiative d'un garçon au Mali là-bas pour protéger les Maliens, pour protéger le territoire malien. Ce monsieur, il mène un combat digne de ce nom. Vous devez même vous inspirer de lui. Vous devez vous inspirer de lui. Mais c'est vous qui partez là-bas nuitamment à vouloir l'assassiner, à vouloir le combattre. Quel est votre rôle? Je viens. Excusez-moi. Voilà, donc je disais, ouais, je viens de voir. Merci, Niamie, quoi là. Merci. Il dit de raser ma barbe. Je vais laisser ça, je vais laisser ma barbe, ça va arriver ici. Donc, les militaires ivoiriens, je ne sais pas pourquoi, vous débarquez au Mali à vouloir mener une opération spéciale. Je tiens à vous rappeler que vous voyez Assimi Goïta, mais il n'est pas seul. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi c'est vous qui voulez aller faire le sale boulot? Pourquoi c'est vous, militaires ivoiriens, ils envoient? En dehors des trucs des Ivoiriens, il n'y a pas d'autres militaires en Afrique. En Europe, là, il n'y a pas d'autres militaires. Quels sont ceux qui en veulent réellement Assimi Goïta? Est-ce que c'est le peuple ivoirien? Est-ce que c'est l'armée ivoirienne?
ou bien c'est l'armée occidentale? Posez-vous des questions. C'est-à-dire les Occidentaux qui haïssent Assimi Goïta, qui combattent Assimi Goïta, eux-mêmes, ils ne prennent pas leurs militaires pour aller faire leur opération spéciale au Mali. Ils sont obligés de vous utiliser, vous, Ivoiriens. Mais à un moment donné, on dit qu'on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Pourquoi eux-mêmes, ils ne vont pas là-bas au Mali? Ils n'ont pas qu'à d'aller là-bas. Quand c'est les autres pays là, eux-mêmes, ils vont, non? Qu'est-ce qui les empêche d'aller au Mali pour mener leur opération spéciale aussi à Assimi Goïta? Et c'est vous, militaires ivoiriens, ils envoient pour semer le chaos au Mali. Les Occidentaux savent bel et bien que ils sont en confrontation directe avec la Russie. Est-ce que vous comprenez? Quand le ministre des Affaires étrangères espagnol a dit l'OTAN va intervenir, je viens. L'Occident sait bel et bien que il est en confrontation directe avec la Russie. De nos jours, le Mali, là, le Mali a des accords de défense et de sécurité avec la Fédération de Russie. Je tiens à vous le rappeler, je tiens à vous le souligner. Est-ce que vous comprenez, militaires ivoiriens? Je dis bien, le Mali d'Assimi Goïta a des accords de défense et de sécurité avec la Fédération de Russie. Ce qui veut dire, le Mali partage le renseignement avec la Fédération de Russie. C'est-à-dire qu'on dit les services de renseignement, les services secrets et tout. Vous pensez qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de service secret russe en Côte d'Ivoire? Il y a des services secrets russes en Côte d'Ivoire. Quand on dit services secrets russes, là, ça ne veut pas dire qu'ils doivent être des ressortissants russes qui vont être seulement en Côte d'Ivoire. Ils peuvent utiliser des Ivoiriens pour faire le boulot de la Russie. Excusez-moi. 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 Une minute. Une minute. Avec les enfants, là, quand tu viens comme ça, à la maison. Voilà, donc, ouais, je sais, excusez-moi. En Côte d'Ivoire, il y a des services de renseignement russes. Que vous le voulez ou pas. Quand on dit les grandes puissances, là, ce sont des grandes puissances. Grande puissance n'a pas seulement de renseignement dans son pays. Quand on dit une grande puissance, ce sont des pays qui ont des renseignements à travers le monde, qui ont une puissance de feu. Donc en Côte d'Ivoire là-bas, il y a une ambassade russe. Donc s'il y a une ambassade russe, c'est qu'il y a des services de renseignement russes là-bas. Et pour exercer leur métier, ils ne sont pas obligés d'utiliser les Russes pour exercer leur métier de renseignement.
ils peuvent utiliser des Ivoiriens. Même au sein du gouvernement ivoirien, il se peut qu'il y ait des ministres qui coopèrent avec la Russie, qui donnent toute information du gouvernement ivoirien aux Russes. Et donc les Russes, ils savent ce qui se passe. Donc tout ce que vous préparez contre le Mali, le gouvernement malien est déjà informé par le biais de l'ambassade de la Russie qui informe le gouvernement russe et à son tour, par le canal des ministères des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov informe son homologue malien pour dire en Côte d'Ivoire, dans le pays voisin, et tout, il y a un coup contre vous. Tel jour, telle date, ceci, cela. Vous pensez qu'ils ont arrêté les 40 militaires? C'est comme ça, c'est tombé comme ça? Non. C'est parce qu'ils avaient des informations. Ils savaient que des militaires allaient débarquer à telle heure, de telle heure à telle heure. Donc ils les attendaient de pied ferme. Voilà pourquoi ils les ont arrêtés. Ils ne les ont pas arrêtés parce qu'ils ont été surpris. Non, non, non. Ils les ont arrêtés parce qu'ils avaient des informations. Donc, si on vous envoie, sachez vous envoyer. Ne vous laissez pas manipuler. Pourquoi la France elle-même, elle n'envoie pas ses agents de renseignement pour faire le boulot? Pourquoi la France n'agit pas d'elle-même? Parce que l'Occident est en confrontation directe avec la Russie. Et lorsque tu as affaire aux Russes, tu n'as pas affaire à un bébé. Mais renseignez-vous. Le renseignement russe, au temps du KGB, vous pensez que ce sont des petits trucs. Ils n'ont rien à voir avec la DGSE de la France. La DGSE française n'est rien devant le KGB, aujourd'hui FSB, ou bien le GRU. Ce sont des gens, mais vous rigolez ou quoi? Comment l'URSS a obtenu la bombe atomique? Quand les États-Unis d'Amérique ont fabriqué pour la première fois la bombe atomique, après avoir pris la formule de la bombe atomique auprès des Allemands par le biais de Einstein, le scientifique Einstein que vous connaissez, qui a amené le savoir-faire allemand aux États-Unis, en retour, il a obtenu la protection des Américains. Les Américains ont fabriqué la première bombe atomique. Mais pendant la fabrication, l'URSS était au courant. Ils avaient déjà des agents infiltrés. Mais vous rigolez, hein? Quand on vous dit service de renseignement soviétique, mais les Russes ont hérité de tout ça. L'URSS était déjà dans la chambre noire où la bombe atomique américaine se fabriquait. Chaque jour, l'évolution, l'URSS avait déjà le programme et savait à quelle étape les Américains ils étaient. Quand les Américains ont fabriqué pour eux, 4 ans après, l'Union soviétique a fait sortir sa part. Les Américains étaient étonnés. Mais comment ça? Comment ça? Mais oui, comment ça? Pour la première fois, les gens découvrent ce que c'est qu'un service de renseignement. Comment les soviétiques avaient réussi à pénétrer les trucs. C'est pas en Côte d'Ivoire, ils ne vont pas pénétrer. Mais vous rigolez ou quoi? Les Américains, ils ont fabriqué leur bombe quelque part. Ou les scientifiques qui fabriquaient la bombe, leurs familles, ils n'avaient pas le droit de sortir. Est-ce que vous comprenez? À ce temps-là, il n'y avait pas histoire de téléphone. Tu ne pouvais même pas appeler. C'était un truc caché. Un truc secret. Mais les soviétiques ont pénétré là-bas. Et ils ont eu toutes les informations, toutes les données de la fabrication de la bombe. Et en retour, ils ont fabriqué pour eux. Mais pour eux qu'ils ont fabriqué là, c'était puissant. Plus que pour les Américains. Ce qu'ils ont fabriqué, c'était plus puissant que pour les Américains. Les États-Unis ont été surpris. Donc l'URSS a été le deuxième pays au monde à avoir eu le truc, la bombe atomique après les États-Unis. Donc en matière de renseignement là, ne minimisez pas la Russie. Hein. Vous pensez que quoi? Vous rigolez ou quoi? Les Occidentaux, de la manière ils veulent la mort de Poutine, s'ils n'arrivent pas à le tuer, vous pensez que c'est pour ne rien? Les Occidentaux, de la manière ils veulent la mort de Bachar al-Assad, s'ils n'arrivent pas à le tuer, vous pensez que c'est pour ne rien? C'est parce que le service de renseignement russe protège Bachar al-Assad, protège Vladimir Poutine, protège tous les alliés de la Russie. Quand vous avez la désinformation occidentale, le service de renseignement, c'est du n'importe quoi ceci. Mais vous pensez que c'est déjà ils sont trucs.
Si Poutine attaquait, c'est parce qu'ils avaient des informations comme quoi les Ukrainiens allaient attaquer à telle date. Et quand il a dit, quand il sait que le combat est inévitable, il faut frapper le premier. Donc il a frappé le premier en lançant cette opération spéciale en Ukraine. Et donc tout ce que vous faites, en Côte d'Ivoire, vos plans pour intervenir au Mali, le gouvernement malien est déjà au courant. Donc ce n'est pas la peine de vous amener à l'abattoir. Vous êtes arrivé là-bas, c'est arrivé où? Vous allez partir en prison là-bas, au Mali. Ils vont vous mater là-bas. Matin, midi et soir, j'imagine. Il n'y a pas climatisé dans les prisons maliennes. Ah! Matrescence ou matrescence. Mais vous rigolez, hein? Vous allez périr. Les Français, ils savent pourquoi eux-mêmes, ils ne tentent pas. Ils connaissent. Ne croyez pas ce que les médias vous disent. Et ce qui se passe au truc en bas. Les services de renseignement qui vont en Angleterre pour opérer là-bas, sans que les Anglais ne les arrêtent sur le territoire anglais. Ils vont là-bas, ils se retournent. Et ça crie, c'est en Côte d'Ivoire là-bas, ils ne vont pas opérer. Entre l'Angleterre et la Côte d'Ivoire, qui a la meilleure sécurité? Mais vous rigolez ou quoi? Pour aller en Angleterre, on ne se lève pas comme ça, on prend un visa. Entre la France et l'Angleterre, il y a la mer qui les sépare. Il faut le visa, il faut un avion. On ne peut pas marcher pour aller là-bas. On ne prend pas de truc. Ou soit ils peuvent prendre le train. Mais pour aller là-bas, il faut le visa pour un russe. Mais cela ne les empêche pas d'aller là-bas pour opérer. Ils opèrent carrément et puis se retournent. C'est quand ils s'en vont là, oh, ça crie. Mais vous allez beau crier, ils sont déjà partis. C'est pas en Côte d'Ivoire, ils ne vont pas opérer. Ils opèrent aux États-Unis. Mais demandez, les services de renseignement russes opèrent aux États-Unis et puis il n'y a rien. C'est pas en Côte d'Ivoire, ils ne vont pas opérer. Dès lors qu'ils savent qu'il y a leur partenaire au Mali et que l'État ivoirien a des velléités contre l'État malien, automatiquement ils activent les services de renseignement pour surveiller tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire, pour ne pas que la Côte d'Ivoire le supprime, pour ne pas que la Côte d'Ivoire élimine leurs alliés. Vous rigolez, hein? Vous militaires ivoiriens, si on vous envoie, ne partez pas, hein? Parce qu'ils vont toujours ils vont vous arrêter cadeau. Et vous allez périr dans les prisons trucs maliennes. Vous pensez que vous faites face au service de renseignement trucs maliens uniquement? Non. Vous avez affaire au FSB, au GRU, au KGB de Poutine. Ne regardez pas Assimi Goïta uniquement. Sur le plan satellitaire, ils peuvent vous mettre même sous écoute sans que la France ne le sache. Vous rigolez, hein? Ils sont forts dans la technologie militaire, les Russes. Demandez, ils vont vous parler. Ils ont beaucoup de satellites que la France. Ils peuvent vous mettre sous écoute. Donc vos appels, allô là, ils savent. Ils peuvent pirater les trucs pour vous écouter. Vous pensez que quoi même? Mon gars, on est où là? Ah oui, on est prêt. Mais ils vous écoutent. Parce que tout est satellitaire. Demandez les Occidentaux, ils vont vous parler. La Russie qui fait front face à l'Occident en Ukraine, eux seuls. Mais vous pensez que c'est une petite affaire? Un seul pays contre 30 pays réunis. Sinon que 40 pays qui font bloc contre un seul pays, mais qu'ils n'arrivent même pas à défaire ce pays sur tous les plans. Le plan militaire, économique, diplomatique, culturel, sur tous les fronts. Ils affrontent les Russes et les Russes sont sur pied. Vous pensez que c'est un truc? Réveillez-vous, hein? Si on vous envoie encore, vous partez, ils vont vous arrêter, ils vont vous éliminer un à un. Ils vont vous éliminer un à un. Il y a un qui dit, lui là, c'est un gros mytho. Je ne suis pas un mytho, mais je suis un véritocrate, un véritologue. C'est très important. Parce que c'est vos émotions qui vous poussent. En fait, voilà 40 trucs. Un père que vous avez livré aux Maliens. Vous pensez que c'est le régime de Gbagbo où vous allez infiltrer la Côte d'Ivoire pour opérer n'importe comment? Non. Là-bas, on vous parle du Mali qui est en contrat avec la Russie. Vous pensez que les Russes, ils ne sont pas au courant que les Européens, ils veulent éliminer Assimi Goïta? Vous pensez qu'ils ne sont pas au courant? Vous pensez qu'ils ne sont pas au courant?
Et vous pensez que la Russie va laisser le Mali tomber? Quand le ministre des Affaires étrangères espagnol a dit il se peut que l'OTAN doit intervenir au Mali. Mais le ministre des Affaires étrangères russe a dit mais il ne faut pas aussi l'OTAN va oublier que le Mali et la Russie ont une alliance militaire. Et donc la Russie va apporter une assistance militaire au Mali au cas où l'OTAN interviendrait sur le Mali, au Mali. Ce qui veut dire que la Russie est prête à affronter l'OTAN au Mali. Mais vous rigolez ou quoi? Ils ont dit si l'OTAN intervient, eux aussi ils vont intervenir pour s'opposer. Parce que c'est leur allié. Donc, là où c'est parti, vous pensez que les Occidentaux, ils sont prêts à faire la guerre face à face à elle? Non, c'est de façon interposée. Donc, ils veulent utiliser les militaires ivoiriens pour les pousser, ils vont être devant et puis eux, ils vont se cacher derrière. Nous, on va vous armer, on va vous donner l'argent, allez-y faire la guerre aux Maliens. Arrêtez ça quand même. De la manière ils font un truc aux Ukrainiens là, ils les envoient. Et on est prêt à les soutenir jusqu'au dernier Ukrainien. Mais c'est un crime contre l'humanité. Donc vous voulez qu'au Mali, parmi tous les États, c'est la Côte d'Ivoire qu'ils ont trouvé. Pour dire, bon, on va mettre la Côte d'Ivoire en guerre contre le Mali. Bon, on va se battre jusqu'au dernier Ivoirien. Vous êtes sérieux là? En tout cas, moi, je ne suis pas d'accord. Et donc, aux Ivoiriens de voir. Ceux qui s'en vont là-bas, parce qu'ils pensent qu'ils vont leur donner beaucoup d'argent, il ne faudrait pas aussi qu'ils oublient qu'il y a eu une prison bien chaude. Le Mali, là, il y a le désert. Ils vont vous amener dans des prisons désertiques. Vous qui n'avez jamais goûté les pays arabes, vous allez goûter comment ça est. Des prisons chaudes, bien chaudes, où la température fait 40 degrés. Où tu ne vois même pas ta famille, tes enfants, tu les laisses en Côte d'Ivoire. L'argent même qu'ils t'ont donné qui est sur toi, ils vont prendre ça. Tu vas purger la prison là-bas. Et je ne vois pas comment la Côte d'Ivoire va faire pour vous libérer. C'est-à-dire, avant d'aller en mission pour un pays quelconque, il faut savoir d'abord si ton pays a la capacité de te libérer au cas où tu as un problème là-bas. Mais la Côte d'Ivoire n'a rien à foutre de ses citoyens. Si au Maroc on meurt comme des chenilles, on meurt comme des fourmis, et le gouvernement ivoirien ne dit rien. En Libye on meurt, le gouvernement ivoirien ne dit rien. C'est-à-dire nos gouvernements, que ce soit le gouvernement actuel ou précédent, c'est des gouvernements qui n'en ont rien à foutre de leurs concitoyens. Ils meurent à l'étranger, ils ne meurent pas à l'étranger, ce n'est pas leur problème. Ce n'est pas comme au temps d'Oufoué, où Oufoué défendait chaque Ivoirien, quel que soit l'endroit où il est. Nos récents gouvernements n'en ont rien à foutre. Donc quand ils vous envoient en mission là, dites-leur que non, vous ne voulez pas. Les grandes puissances, quand ils envoient des gens, ils savent sur quoi. Elles savent sur quoi elles comptent. C'est-à-dire si les Américains, ils envoient des gens, des agents pour aller opérer quelque part, si on les arrête, l'État américain fait tout pour libérer ses concitoyens. Si la Russie envoie ces éléments pour opérer quelque part, une fois que il y a échec, la Russie fait tout pour libérer ses concitoyens. C'est-à-dire l'État qui les a arrêtés là. Elle va aussi faire tout pour arrêter des concitoyens de cet État-là. Et après, elle va dire, bon, on veut échange de prisonniers. Mais vous partez au Mali là-haut. Vous allez arrêter qui là-bas? Et après, vous allez exiger de la part du gouvernement malien pour dire, ben, écoutez, on veut échange de prisonniers. Vous rigolez? Avant d'aller à une telle mission, demandez-vous, est-ce que le Mali là, quand ses concitoyens sont en prison à l'étranger, est-ce que l'État malien lutte pour eux? Si la réponse est non, ce n'est pas la peine d'aller là-bas. Parce que si tu es arrêté là-bas, le gouvernement ivoirien ne va pas dire, ah, j'ai des citoyens maliens que j'ai mis en prison ici. Ah, Assimi Goïta, il faut me donner mes 40 militaires, je te donne. Non, non, non. Assimi Goïta va dire, il faut bouffer tes 40 trucs, tes maliens que tu as là-bas. Moi aussi, je m'occupe des Ivoiriens. Et là, tu pleures. Tu vois que ah, tu es sans avenir. Tu sais que ah, là où tu es là, tu ne peux pas être libéré. Mais avant de faire quoi que ce soit, renseignez-vous. Si la France envoie des éléments quelque part et qu'ils sont arrêtés, le gouvernement français fait tout pour les libérer. Mais la Côte d'Ivoire a déjà envoyé qui ailleurs et a lutté pour libérer qui? Et vous partez.
comme des cadavres mourants. Ou bien vous voulez vous montrer que non, vous êtes puissant. On vous parle de la bataille des grandes puissances. Le Mali, là, le Mali, c'est un nom. Mais la bataille qui se passe là, c'est entre Mali, c'est entre les Occidentaux et la Russie, sur le territoire malien. Je tiens à vous le souligner. Vous pensez que l'armée française quitte le Mali? C'est parce que les Maliens, ils sont trop forts. C'est l'arrivée de l'armée russe qui fait fuir l'armée française. Mettez ça dans vos têtes. S'il n'y avait pas d'armée russe sur le territoire malien, et qu'Assimi Goïta exigeait le départ de l'armée française, il y a longtemps, il serait déjà tué. Il y a longtemps, il serait déjà mort. Il y a longtemps, il aurait déjà eu une rébellion contre lui pour renverser son pouvoir. Si aujourd'hui, il n'y a pas de rébellion contre Assimi Goïta, son pouvoir, c'est parce qu'ils sont au courant qu'une rébellion qui se manifestera sera matée par l'aide de l'armée russe. Vous rigolez, hein? Ils savent que s'ils utilisent des rebelles, ils vont être tout de suite bombardés, vite fait. Donc, ce plan de rebelles-là, ils ne peuvent jamais utiliser ça. Parce que s'ils utilisent des rebelles, la Russie va dire, ah, notre allié a attaqué. Ils vont les mater de la manière ils ont maté les rebelles syriens. Ils ne vont même pas avoir pitié d'eux, ils vont les bombarder matin, midi et soir. Donc, les Occidentaux, ils savent. Ils disent, ah, sur le plan de la rébellion, là, non. Parce que s'il y a une rébellion, ça ne sera pas le Mali seul. La Russie sera obligée d'intervenir. Et donc, sur le plan de la rébellion, ce n'est pas la peine. On écarte dans ce chemin. Bon, sur le plan d'assassinat, c'est ce qu'ils planifient. Mais il y a aussi le renseignement russe qui les aide. Et donc, s'il y a échec, ceux qui ont été envoyés, ils sont arrêtés automatiquement. Et donc, c'est vous, Ivoiriens, ils envoient. C'est vous, Ivoiriens, ils envoient. Pourquoi eux-mêmes, ils ne se lèvent pas en France là-bas pour aller, pour dire, oh, Assimi Goïta, tu nous énerves. On va t'enlever au pouvoir. Pourquoi ils n'envoient pas leurs agents? Ou bien la DGS, la France n'a plus de service de renseignement. Ils n'ont plus de service secret. Ils n'ont pas de gens qu'ils envoient pour opérer. Pourquoi ils ne font pas ça? Il n'y a pas de munissement au Mali. Mais il y a munissement au Mali, non? Au sein de munissement, il y a des agents étrangers occidentaux là-bas. Pourquoi ils ne les utilisent pas? Et puis c'est vous, Ivoiriens, ils utilisent par le biais du gouvernement ivoirien pour dire allez-y opérer au Mali. Si eux-mêmes qui étaient sur le territoire malien, ils ont fui, ils ont plié bagage, c'est vous, Ivoiriens, là, qui allez quitter encore l'Ivoire pour aller opérer là-bas. Ou bien vous êtes trop forts. Quelles sont ces conneries-là même? Vous êtes trop puissants. Et donc c'est vous, ils envoient. Pour dire allez-y, dégommer Assimi Goïta. Voilà, en Centrafrique, ils ont échoué. Ils ont utilisé les Tchadiens pour aller dégommer le truc Touadéra. C'est arrivé où? C'est arrivé où? Tous ceux qu'ils ont envoyés là, ils ont été éliminés par les Russes. Je tiens à vous le rappeler. Même le palais présidentiel de Touadéra a été attaqué par les agents de l'ONU. Écoutez, les Russes n'ont pas hésité. Ils n'ont pas hésité à tirer sur le convoi de l'ONU qui se dit, ils ont bombardé ça. Ils étaient obligés de fuir. L'Occident était furieux. Vous dites, oh, mais ils ont attaqué. Oui, l'ONU cherchait quoi? Où il y avait la résidence de trucs. Et c'est pas aller quelque part. Parce qu'il s'agit là d'une grande puissance. Donc, de la manière ils ont protégé Touadéra, les Tchadiens ont tenté. Hein? Je dis bien les Tchadiens ont tenté. Les Soudanais ont tenté. Les Français ont tenté là-bas. Vous n'avez pas entendu parler des trucs des mercenaires français qui étaient... Mais ils l'ont arrêté vite fait. Vous pensez que ce sont les services de renseignement, hein? Comment on appelle ça? Centrafricains, qui ont eu l'écho pour arrêter le français. Hein? Le mercenaire français. Non, ce sont les Russes qui ont donné les informations au renseignement centrafricain pour dire intervenez. Nous, on ne va pas intervenir. On va vous laisser intervenir. Mais voici. Et c'est eux qui leur ont montré. Et maintenant, l'armée centrafricaine a intervenu. Ce qui s'est passé au Mali, là, ce sont les Russes qui ont donné les informations aux Maliens. Et ce sont les Maliens qui ont intervenu parce que la Russie ne veut pas gâcher, hein, ses liens avec les pays africains. Et donc, puisque la Russie veut être en bon terme avec tous les pays africains, lorsqu'il s'agit de son allié, elle défend son allié. Mais elle ne met pas à mal aux relations avec les autres nations. Donc, quand elle a une information, elle donne ça à l'État concerné pour dire voici.
Donc c'est l'État concerné qui envoie maintenant ses propres hommes pour régler l'affaire. C'est comme ça que ça se passe. Donc les militaires qui ont été arrêtés à l'aéroport là, l'information a été donnée à l'État malien. L'État malien a son tour envoyé des éléments compétents pour régler l'affaire. Coup d'État dans un pays. Mais tu penses que ce sont des agents qui infiltrent le pays pour éliminer de la manière ils ont éliminé le truc, le japonais. Tu penses que pour éliminer quelqu'un, on a besoin de trucs d'un million d'individus? Non. Il suffit d'envoyer quelques commandos qui sont très forts, qui sont bons, et puis ils se positionnent dans les endroits stratégiques, ils sont là, ils prennent le temps. Et le jour, le moment opportun, voilà, ils accomplissent leur mission et puis ils quittent le pays. Et c'est comme ça. Vous pensez que les Français qui exécutent un truc à certains présidents, qui le mettent une balle dans la tête, on ne sait pas. Vous pensez qu'ils sont des milliards de Français? Non, non, non. Ils envoient des agents spéciaux qui sont dans leur coin, ils prennent une maison, mais ils savent ce qu'il attend. Ils prennent des hôtels, je sais. Et quand l'occasion se présente, il accomplit sa mission et puis il quitte là. Et donc, les 40 militaires ivoiriens, ils sont partis là. C'était pour accomplir une mission. On t'a dit c'était pour soulever une guerre. Ils savent qu'ils ne peuvent pas soulever une guerre pour gagner là-bas. Ils savent qu'ils ne peuvent pas faire une rébellion là-bas pour dire oh, on va. Non, ils savent qu'ils ne peuvent pas. Donc ça, on appelle ça des missions spéciales. Accomplir une tâche compliquée et fuir le plus tôt possible. Dès lors que c'est accompli. Donc voilà. Je ne parle pas ici de trucs de guerre. Coup d'État, c'est ça. C'est ça. Tu élimines le dirigeant. Et tu te cherches. Et c'est le chaos. Et toi, tu quittes là. Maintenant, les politiciens, ils vont gérer ça. C'est un coup d'État. Quand on dit coup d'État, vous pensez seulement à la rébellion. Affrontement. Non, c'est pas ça seulement. Coup d'État, là. On peut éliminer un dirigeant avec des agents spéciaux. C'est clair. Donc, ces gens qui sont partis là-bas, c'était des agents spéciaux. Peut-être ils ont été formés en dehors de la Côte d'Ivoire pour exécuter la tâche malienne. Et donc, arrivé au Mali, ils les ont arrêtés. Donc, tous ces mois, toutes ces années qu'ils ont fait hors de la Côte d'Ivoire pour une formation, ou bien en Côte d'Ivoire, formée par des agents étrangers des grandes puissances pour aller exécuter une mission secrète au Mali, ils ont échoué. Donc voilà, c'est ce qui est la vérité. Il n'y a pas autre chose. Donc voilà un peu. Alors, donc, nous quittons le Mali. On vient maintenant en Ukraine. Bon. Offensive ukrainienne à Kherson. Sur Kherson, c'est-à-dire vers Nikolaev. De Nikolaev vers Kherson. Les Ukrainiens, ils sont convaincus qu'ils peuvent reprendre tous les territoires de l'Est de l'Ukraine que la Russie contrôle en ce moment. Donc, ils sont convaincus en fait. Et comment ils se disent que pendant que l'armée russe est en repos, excusez-moi, hein, pendant que l'armée russe est en repos, ils vont profiter pour lancer une contre-offensive vers le sud. Parce que le potentiel militaire russe se trouve à l'est de l'Ukraine. À l'est et au nord. Donc pour eux, le sud n'est pas bien défendu. Donc c'est une opportunité pour profiter, hein, pour lancer une offensive, pour reprendre la ville de Kherson. Une fois Kherson, ils rêvent de lancer une offensive sur la Crimée. Bon, est-ce qu'ils peuvent? Est-ce qu'ils ne peuvent pas? Question. Hier, le ministre de la Défense ukrainienne a dit qu'aujourd'hui, l'Ukraine a pu rassembler grand nombre de combattants. Et qu'aujourd'hui, l'armée ukrainienne, c'est-à-dire
Les soldats ukrainiens qui vont aller au front pour libérer l'Est, ils ont atteint un nombre d'1 million. Donc il y a 1 million de soldats actuellement. 1 million de soldats ukrainiens qui sont prêts à prendre les armes pour affronter les forces russes à l'est de l'Ukraine. Au nom des armes occidentales. Parce qu'ils disent que les armes occidentales sont déjà arrivées vers Odessa, Nikolaev. Donc ils sont prêts à lancer une offensive. Ce qui a poussé la porte-parole du gouvernement ukrainien hier a demandé aux habitants de Kherson ainsi que Donetsk de quitter là-bas, c'est-à-dire la partie contrôlée par la Russie, de quitter là-bas, car les armes occidentales de haute précision vont frapper ces parties-là. Et donc, comme eux, ils ne veulent pas tuer des innocents, des civils, ils n'ont qu'à évacuer parce qu'ils vont lancer une offensive pour libérer ces villes. Est-ce qu'ils peuvent? Non, ils ne peuvent pas. Tout ça, vous savez, quand tu veux faire la guerre, tu veux lancer une offensive, tu ne préviens pas l'adversaire. Tu ne préviens pas l'adversaire pour dire non, quittez là-bas, je vais lancer une offensive. Mais l'adversaire, il n'est pas gaou, il prend le temps aussi de se préparer. Donc tout ça, c'est de la communication. Ils disent aujourd'hui qu'ils ont reçu les armes aux occidentaux et qu'ils peuvent libérer là-bas. Mais s'ils échouent, ils vont dire non, les armes ne sont pas nombreuses. Est-ce que vous comprenez? Pour ne pas faire comprendre au monde entier que les armes occidentales ne sont pas si précises comme les gens le prétendent, ne sont pas si fortes, puissantes que les gens le prétendent. Donc quand ils vont échouer, et qu'il y aura une contre-offensive, alors ils vont dire non, les armes n'étaient pas nombreuses, il faut d'armes. Je tiens à vous dire que Poutine ne veut pas laisser tomber les habitants de Kherson, puisqu'il leur a déjà partagé le passeport russe. Et donc, les habitants de Kherson, ils sont considérés maintenant comme russes. Donc, Poutine ne peut pas quitter la ville de Kherson et permettre aux forces ukrainiennes de prendre le contrôle de Kherson et éliminer tous ceux qui ont pris le passeport russe et la nationalité russe. Parce que s'ils le font, ils vont éliminer tous ceux qui ont la nationalité russe. Ils vont les accuser de collabo. Donc la Russie ne peut pas mettre en danger ces nouveaux concitoyens qui sont à Kherson. Il faudrait que ça soit clair. Donc quand Poutine a dit les choses sérieuses, ils n'ont pas encore commencé. Oui, ça va maintenant commencer. Parce que la Russie est en train d'envoyer les chars de guerre en Ukraine. Ceux qui disent non, la Russie n'a plus d'armes, n'a plus de chars. Mais ils sont dans quel monde? Et puis ils disent non, les chars qui ont été détruits en Ukraine, les chars russes qui ont été détruits, il y en a 800. Mais la Russie compte 20 000 chars. Pour ceux, les experts qui ne savent pas, les chars russes sont au nombre de 20 000. Donc s'ils ont perdu 800, ça n'atteint même pas encore 1000. Donc une armée russe qui a au moins 20 000 chars, ça dit, tapez, vous allez voir. Les chars russes sont au nombre de combien? 20 000. C'est le pays qui a plus de chars au monde. Même les Occidentaux, plus sont les Américains réunis, leurs chars ne valent pas le nombre de chars russes. Il faudrait que ça soit clair. Les Américains, ils n'ont pas plus de chars que les Russes. Les Américains, tous les chars, s'ils mettent ça ensemble, ça ne vaut pas le nombre de chars russes. La Russie a au moins 20 000 chars. Donc s'ils ont envoyé 800, et qu'ils disent que c'est 800 qui ont été détruits. Mais si Poutine veut mener une guerre réelle contre l'Ukraine, il est capable de déployer au moins 6 000 chars sur le territoire ukrainien pour lancer une offensive de grande envergure. Il peut déployer 6 000 chars. Et puis il peut lui rester 14 000 chars. Et les 14 000 chars là, peuvent encore affronter l'OTAN. Est-ce que vous comprenez? Il a seulement amené 1000 chars dans l'opération spéciale. Il lui reste au moins 19 000 chars en réserve. Oui. Et les gens disent non, il n'a pris de trucs, c'est du n'importe quoi.
La Russie a hérité des armes de l'Union soviétique, qui était le pays le plus armé au monde, devant même les États-Unis. L'Union soviétique était plus armée que les Américains. C'est même à cause des armes que l'Union soviétique s'est effondrée. Parce qu'ils passaient leur temps à fabriquer des armes, des missiles, des obus, des chars. Et donc, la Russie a pris tout ça, a hérité de ça. Donc, ils ont des millions de trucs, de cargaisons, de trucs, d'obus. Quand ils lavent 50 000 à 60 000 obus par jour, vous pensez que c'est quoi? C'est parce que les obus soviétiques sont remplis dans les hangars, dans des trucs. Hein? Et pour eux, c'est une opportunité de libérer tout ça. De libérer ça pour remplacer ça par des nouveaux obus. Donc, c'est puisque pour détruire, c'est beaucoup d'argent. Il faut prendre beaucoup d'argent pour détruire tout ça. Et donc, avec cette opération spéciale, ça leur permet, c'est une opportunité pour eux de liquider les armes anciennes soviétiques. Voilà pourquoi Poutine dit rien n'a encore commencé. Parce que les armes soviétiques sont remplies. Il y a des milliers de stocks en Russie. Des milliers de stocks d'armes soviétiques sont remplis là-bas avec des munitions. Et donc, ils peuvent continuer comme ça pendant 2 ans. Sans fabriquer d'autres munitions, ils peuvent utiliser les munitions soviétiques pendant 2 ans. C'est que l'Occident ne peut pas tenir. Eux, leurs nouvelles munitions qu'ils fabriquent, mais ils mettent ça en stock. Ils gardent ça au cas où l'OTAN voudra se mêler là-dedans. Ils vont prendre ces nouvelles munitions et les nouvelles armes pour s'en occuper. Donc, les armes, vous ne voyez pas. Les T-72, les T-80, les T-62, c'est ce qu'ils utilisent sur le terrain ukrainien. Quand ils ont déjà utilisé leurs nouvelles armes, ils n'utilisent même pas ça. Leurs nouveaux chars, ils n'utilisent pas ça. Voilà, donc, ceux qui vous mentent que non, la Russie, non, l'Ukraine ne peut pas lancer une offensive. Ce qui veut dire l'armée russe est puissante. 1 million de soldats, face à 1 million de soldats, il y a 180 000 soldats russes qui font front à 1 million de soldats. Vous comprenez la différence? Ah, mais... Viens. Viens, Mimi. Donc, les Russes ont 180 000 hommes. Et en face, il y a 1 million de soldats. Mais malgré cela, la Russie avance. La Russie avance, elle gagne du terrain. Et donc, il y a des armes qui vont sur le front du côté russe. Parce qu'il y a des trains qui envoient des armes au front en ce moment. Parce qu'il y aura une contre-offensive qui va être lancée par la Russie. L'Ukraine prépare son offensive, mais la Russie aussi prépare une offensive. En fait, c'est une distraction en fait. Parce que les Ukrainiens ont peur que la Russie lance une offensive du côté de la Biélorussie pour prendre Kiev. Parce qu'ils ont dit rien n'est écarté. Ils peuvent tout le temps lancer une offensive sur Kiev. Donc pour éviter que la Russie lance une offensive du côté de Kiev, alors les Ukrainiens, les Occidentaux leur demandent de lancer une offensive vers le sud pour empêcher les Russes d'aller vers le nord, d'aller conquérir Kharkiv et Kiev. Et ça va pousser les Russes à concentrer beaucoup de forces au sud. Ce qui va empêcher la Russie de prendre le contrôle de l'est de l'Ukraine en fait. Mais l'est de l'Ukraine, c'est déjà fini. Parce que il reste normalement 4 villes. Il reste Bakhmut, il reste Kramatorsk, il reste Sloviansk, et il reste une ville qui est proche de Lysychansk. Donc il reste normalement 4 villes. Si ces 4 villes sont tombées, si ces 4 villes tombent plutôt, il n'y a que de la végétation. Il n'y a plus de ville à terre. Il n'y a plus de ville jusqu'à ça va au milieu même de l'Ukraine. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est ça qui inquiète les Occidentaux. Parce que si les Ukrainiens perdent ces 4 villes, c'est fini. La Russie va avoir l'est de l'Ukraine et même avoir encore plus. C'est-à-dire quand elle va traverser toute cette végétation où il n'y a pas de truc, il n'y a pas de truc de ville pour aller jusqu'au milieu de l'Ukraine,
ce qui va faire que l'Ukraine sera divisée en deux, vite fait. Où il y a le truc, le Dniepr, qui quitte, il y a un fleuve qui quitte Kiev, vers Kiev, qui divise l'Ukraine en deux. Donc les Russes vont atteindre là-bas vite fait. Et c'est ce qui fait que les Occidentaux ne veulent pas. Ils ont dit aux Ukrainiens, non, embêtez-les vers le sud pour ne pas qu'ils lancent leur offensive vers l'Est. Comme ça vous donne le temps de creuser des tranchées, de fortifier vos défenses, hein, vos positions, pour empêcher les Russes de prendre l'Est de l'Ukraine. Et donc voilà pourquoi ils sont chauds, ils veulent lancer une offensive. Parce que s'ils lancent une offensive sur Kherson, les Russes seront obligés de les repousser. Et donc, pour les repousser, ils vont envoyer plus de forces pour pousser les Ukrainiens à aller très loin. Donc, voici un peu, donc ça, on appelle ça de la distraction. Hein? Ils veulent tromper les Russes. Mais Poutine n'est pas un gaou, il les connaît. Il ne va pas lancer une contre-offensive vers le sud. Et il va demander à ses forces de maintenir leur position, de ne pas bouger. Et d'empêcher les Ukrainiens d'avancer. Et il va continuer à lancer son offensive vers l'Est. Il va prendre l'Est. Et quand il va prendre l'Est, ça sera autour d'Odessa. Mais les Occidentaux ne veulent pas qu'Odessa tombe, en fait, à cause de la mer. Parce que les Occidentaux ne veulent pas que la mer Noire appartienne uniquement à la Russie. Ils veulent que la mer Noire fasse partie aussi de l'OTAN. Déjà, oui, il y a un pays membre de l'OTAN, la Roumanie. Mais la partie où la Roumanie contrôle, c'est peu. Mais si l'Ukraine a encore des ports dans la mer Noire et que l'Ukraine rentre dans l'Union européenne, ça va permettre à l'OTAN de venir embêter les Russes là-bas. Et c'est ce que les Occidentaux ne veulent pas. Parce qu'une grande mer, comme la mer Noire, laisser ça seul aux Russes, non, pour eux c'est inadmissible. Pour eux c'est une catastrophe en fait. Parce que leur stratégie a été toujours d'éloigner les Russes des mers chaudes. D'empêcher les Russes d'avoir accès à la mer. Et donc on voit la Russie prendre le sud, tout le sud de l'Ukraine, et s'accaparer de la mer Noire des ports ukrainiens, et voir la mer Noire dans la mer de Russes. Pour eux c'est une catastrophe inacceptable. Et donc malgré cela, ils font tout pour empêcher les Russes de s'accaparer de cette partie. Et donc d'autres parlent déjà, comme quand ils disent, bon, pour empêcher les Russes de s'accaparer des trucs d'Odessa. Si la Russie réussit à prendre l'est de l'Ukraine, ils vont entamer les négociations pour empêcher la Russie d'atteindre Odessa. Mais est-ce que Poutine va accepter? C'est ça la question. Donc ils ont déjà mené des discussions secrètes. Comme quoi, de toutes les façons, si l'Est tombe, il faut empêcher les Russes de prendre Odessa. Donc, il faut engager les négociations immédiates pour empêcher la Russie de prendre Odessa. Pour ne pas que la Russie contrôle la mer Noire elle seule. Donc, voilà ce que les Européens, voilà ce qu'ils prévoient. Donc, on est là, on regarde. Non, les Russes ont 20 000 chars. Mais 15 000 sont opérationnels. Donc, dans les 20 000, 5 000, 15 000 peuvent aller tout de suite au combat. Et 5 000 sont en panne, mais ils peuvent les réparer. Quand c'est chaud, là, tu répares tes matériels. Donc, 15 000 sont prêts à aller au front et 5 000 sont en panne. Mais ceux qui sont en panne, ils peuvent les réparer s'il y a un affrontement. C'est parce qu'il n'y avait pas d'affrontement qu'ils les laissent. Quand ta voiture est gâtée, ou bien, voilà, et puis tu sais que tu n'es pas dans le besoin urgent, voilà, tu laisses ça. Mais si tu vois que le besoin y est, et que tu as besoin de plus de véhicules, tu répares ce qui est gâté. Donc, voici un peu. Non, ils ont beaucoup de chars au monde que n'importe quel pays au monde. Non, quand ils disent non, la Russie, les chars russes sont finis, c'est du n'importe quoi. Même en dehors de ces anciens chars, les Russes ont fabriqué d'autres nouveaux chars. Des chars drones, hein, des chars où il n'y a pas de pilote, où il n'y a pas de chauffeur. Hein, ce sont des chars télécommandés par ordinateur ou télécommande, et puis ça va seul.
C'est la Russie seule qui a fabriqué ces genres de chars. Des chars drones. Ce qu'on connaît, on sait qu'il y a des avions drones. Les drones qui s'envolent. Mais la Russie a fabriqué des chars qui sont des drones. Où il n'y a pas de truc de pilote. Le char s'en va seul. Voilà. Et il y a viseur optique. Il y a truc. Donc quand le char part, tu es sur ton écran ordinateur, tu vois l'entourage. Le char filme en heure et en réel de trucs. Tout ce que le chat voit peut tirer. Et donc aussi il détruit le chat, personne ne meurt. C'est le chat seul qui est détruit. Et donc la Russie n'a même pas encore envoyé ses matériels au front. Elle envoie que les chats des années 1900 Toé là. Même malgré cela, la Russie avance face aux armes nouvelles occidentales. Donc vous comprenez déjà que voilà, la puissance de feu là, ça est du côté russe. Quand les occidentaux mentent pour dire non, la portée des armes russes ne sont pas assez devant la portée des armes occidentales. Mais quels sont ces mensonges? Le Smesh russe a une portée de 80 à 100 km. Quand ils disent les HIMARS, le canon César a une longue portée par rapport aux armes russes, mais c'est du n'importe quoi. Le Smesh russe, c'est une sorte de truc, des hommes de Staline, mais les Smesh là, ils ont des longs tubes comme ça. Il y a les hommes de Staline, les tubes sont moins longs, ça a une portée de 40 km. Les hommes de Staline, vous les voyez, ça a au moins 42 bouches. Et puis il y a le Smesh. Le Smesh, ça n'a pas assez de bouches, peut-être 15 bouches, 15 tuyaux. Et les tuyaux sont longs comme ça, c'est long. Ça fait 100 à 80 km. Donc ça a la même portée que les armes occidentales. Est-ce que vous comprenez? Et il y a un truc, lance-roquettes en multiple, ce qu'on appelle l'ouragan. Les Russes ont plusieurs lance-roquettes. Et chaque lance-roquette a une portée différente. Donc quand ils disent non, le torse, le missile multiple thermobarique, ça c'est 6 km, que ça fait 6 à 15 km. C'est pas une arme qui va très loin, mais c'est une arme qui est destinée à faire sortir les gens de leurs tranchées brûlées. Quand ça frappe, ça brûle l'endroit, voilà, ça aspire l'oxygène et puis ça dégage tout ce que tu ne peux pas respirer, tout ce que tu ne peux pas supporter. Donc ça a une portée de 15 à 6 km par rapport à l'obus qu'on met dedans. Le Smesh a une portée de 100 à 80 km. Et l'ouragan a une portée de 70 km. Et donc, ce sont des armes qui vont loin. Et en dehors de ça, maintenant, il y a des missiles. Il y a des missiles. Le missile au calibre est meilleur que le Tomahawk américain. Il a une longue portée que le Tomahawk américain. Mais renseignez-vous, le calibre a une longue portée que le Tomahawk américain. Et à une grande vitesse, vers la finition, ça va à 3000 km/h. Le Tomahawk américain, ça va à 800 km/h. Est-ce que vous comprenez la différence? Donc, la Russie, quand la Russie dit on a utilisé des armes de haute précision, même le ministre de la défense ukrainienne a dit que le dôme de fer israélien ne peut pas intercepter les missiles russes. Que le dôme de fer israélien est fait pour des trucs, des missiles, des lance-roquettes artisanales fabriquées dans des hangars palestiniens. Où le missile, où ces lance-roquettes partent et puis il y a du feu, ça éclaire. C'est ça le dôme de fer peut intercepter. Mais les missiles russes, le dôme de fer ne peut pas intercepter ça parce que c'est rapide et ça vole à basse altitude et c'est fort. Ça, voilà, donc on voit, même pourquoi l'Occident n'arrive pas à envoyer des systèmes de défense anti-aérienne en Ukraine. L'Amérique voulait envoyer ça. Mais d'autres experts ont dit il se peut que les missiles russes enlissent les systèmes de défense américains. Et si les Russes détruisent ça sur le terrain ukrainien, qui va encore acheter les systèmes de défense américains? Qui va encore acheter ça? Américains plutôt. Personne ne va encore acheter ça, ça ne va plus avoir de marché. Donc ils ont renoncé ça vite fait. Les Israéliens ont renoncé parce que personne ne veut
envoyé son arme dont il a fait la propagande pendant longtemps et se voit cette arme être détruite par un missile de croisière russe. Mais ça sera une humiliation. Aucun pays ne voudrait encore acheter ça. Et donc, du coup, ils ont regardé, ils ont dit non, ils ne peuvent pas envoyer des systèmes de défense aérienne. Ils envoient tout, mais ils refusent d'envoyer ça là-bas. Parce qu'eux-mêmes, ils sont conscients que les missiles russes, leur système de défense ne peut pas arrêter ça, intercepter ça, jamais. Est-ce que vous comprenez? Oh, mais l'énergie, on va parler de ça une autre fois. Cette histoire d'énergie en Europe, peut-être demain on parlera de ça. Donc voilà un peu ce qui se passe. Non, les Occidentaux ne peuvent jamais envoyer des systèmes de défense aérienne. Puisqu'ils veulent en découdre avec la Russie. Ils disent que la Russie doit perdre. Mais qu'est-ce qui les empêche? Ils ont déjà envoyé toutes sortes d'armes, des missiles anti-navires, toutes sortes de trucs de missiles. Mais les missiles anti-aériens, les batteries, bien, ils ne peuvent pas envoyer ça. Parce que s'ils envoient, ça sera une humiliation pour eux. Pour la technologie européenne. Parce que ça sera détruit par des missiles russes. Et même la Russie est capable de prendre des missiles soviétiques pour détruire ça, pour leur faire comprendre que vous-même, votre nouvelle technologie sur lesquelles vous comptez là, nos anciens missiles soviétiques, les missiles KH-22 peuvent encore détruire ça. Donc voilà un peu. Demain à 20h par là, ou 21h. Non, je ne fais pas vidéo chaque jour parce que je suis aussi occupé. Donc, je vous remercie et je vous souhaite une très bonne une très bonne soirée. Prenez très bien soin de vous. On est ensemble. Ciao, que Dieu vous bénisse.